allons aborder un thème, un concept qui fait toujours la une de nos informations. Bien entendu, il s'agit de celui de la bonne gouvernance et par ricochet, celui de la corruption. Et pour répondre à ces questions et bien d'autres, nous avons des invités sur le plateau qui vont nous donner quelques pistes de réflexion. Et je m'en vais tout de suite vous les présenter. À ma droite, nous avons M. Kambou Kassoum. Bienvenue, vous êtes du Rennes-Lac. Et à ma gauche, nous avons le pasteur Cabré Jean-Charles. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes administrateur des services financiers en retraite. Et à mon extrême gauche, nous avons M. Siaka Koulibaly du réseau CID. Pourquoi est-ce que la corruption existe? Est-ce qu'on peut tenter de comprendre un peu ce phénomène-là? C'est très souvent l'œuvre de groupes d'intérêt qui tendent à mettre la main sur les ressources publiques et qui, pour cela, ne se conforment pas aux règles. Donc, il y a dans leurs actions une rupture des procédures en place. Quand on prend le cas des marchés publics, il y a toute une réglementation qui existe, qui installe des mécanismes de publication, de sélection des offres, ainsi de suite. Alors, certains voudraient acquérir ces marchés publics, mais pour cela, ils utilisent des moyens qui ne sont pas ceux prévus par la réglementation. Et donc, c'est cette rupture de la procédure qui couvre les différentes dimensions des pots de vin, divers avantages qui sont donnés à un décideur en vue de faire changer sa décision dans un sens qu'il n'aurait pas pris s'il n'y avait pas eu cet acte. Je crois qu'il faut que chacun prenne conscience que la corruption est une grande menace pour nos pays et pour nos économies déjà fragiles. Parce que d'abord, ça met en défi tous les principes, les bons principes que nous prenons. Ça met en défi l'état de droit, puisque le droit n'est plus appliqué, on est corrompu, il n'y a pas de sanctions. Et ça viole les principes économiques, notamment les principes de la compétence et de ce qui peut mieux faire, puisque la corruption vient fausser tout ça. Parce que les médiocres passent avant les plus compétents. Et au niveau de la fonction publique, là, ça pose un problème. On arrive à un stade où même si vous refusez de jouer le jeu, mais vous êtes écarté de certaines responsabilités au profit de ceux qui veulent jouer le jeu. Vous voyez comment ça peut amener les agents à être découragés même du travail quotidien qu'ils font. Et en même temps, de manière générale, ça va régir sur l'ensemble de la société. Donc vraiment, il faut qu'on prenne conscience de ce phénomène et dire que vraiment, la lutte doit être engagée à tous les niveaux. Commencer par la famille, au niveau de la famille, au niveau de la société, dans les églises comme il est dans les temples, et au niveau de l'État, dans les écoles, pour que vraiment on puisse vraiment enrayer ce phénomène-là. La transparence est un des principes clés de la bonne gouvernance qui permet de lutter contre la corruption. Si les décisions sont prises de façon transparente et que tout le monde est en mesure de lire le processus de décision, et là, on peut éviter la corruption parce que tout ce qui n'est pas transparent, il y a la possibilité d'arbitraire. Il y a aussi la redevabilité. La redevabilité, c'est le fait pour les responsables, tous ceux qui ont des responsabilités et des prérogatives, de rendre compte de leur gestion. Une fois que ce principe aussi est mis en œuvre, il devient un peu plus difficile de procéder à la corruption. Mais s'il n'y a pas de redevabilité, les responsables gèrent les affaires publiques, mais s'ils ne rendent pas compte, ça permet qu'il y ait la corruption. Il y a aussi un autre principe qui est important dans l'aspect managérial, c'est la subsidiarité. Au lieu de faire un appel ouvert à proposition, le responsable, par exemple, décide de faire du gré à gré. Une fois qu'il fait du gré à gré, c'est sa décision personnelle qui amène à choisir l'exécutant d'un marché public. Donc là, il y a encore une possibilité. C'est pour ça que les marchés de gré à gré sont souvent décriés quand on contrôle l'action publique. En général, la corruption, on distingue deux catégories de corruption. Il y a ce qu'on appelle la grande corruption et la petite corruption. Mais il faut le dire tout de suite
qu'elle soit grande ou petite, les deux formes sont nocives. Donc c'est quoi la grande corruption? C'est la corruption qui met en jeu vraiment les hauts responsables au niveau de l'État. Ça peut être des chefs d'État, des ministres, des directeurs généraux de sociétés ou de banques, etc. Et là, souvent, c'est en des millions ou sinon en milliards que ça se calcule, hein, la corruption dans ces cadres-là. Donc, souvent, c'est quoi? C'est des pots de vin, c'est des comptes en banque détournés, etc. C'est des enveloppes. Bon, vraiment de gros montants qui sont détournés ou qui sont remis à ce niveau-là. Alors que la petite corruption, souvent, bon, c'est la corruption bureaucratique qu'on rencontre tous les jours dans les bureaux. Vous allez pour un document, bon, vous êtes obligé de glisser 1000 francs ou 2000 francs. Bon, c'est l'agent de police au bord de la voie qui vous réclame 500 francs. Bon, pour vous laisser partir, ça va brûler un feu rouge, un feu stop, etc. Avant la Révolution, les fonctionnaires n'étaient pas aussi corrompus que ça. C'est la pensée que j'ai eue quand j'ai vu la multiplication de cette corruption-là. Même au ministère des Finances, personne ne pouvait venir voir un agent comme ça et lui demander et que cet agent lui réclame de l'argent. Jamais. Moi j'ai quitté les journaux, je n'ai pas vu ça. Mais maintenant, bon, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui réclament, qui exigent. Est-ce que la morale et l'éthique ne sont pas des valeurs qui sont battues en brèche de nos jours? Est-ce que ce n'est pas cela qui crée l'augmentation de la corruption? Ce n'est pas parce que les autres, vous avez peur que les autres découvrent ce que vous faites, que vous allez montrer l'apparence. Il faut que vous soyez véridique quand vous êtes seul, comme quand vous êtes devant tout le monde. C'est ça. L'important n'est pas de tout faire pour qu'on ne vole pas ceci, qu'on ne fasse pas ça, qu'on ne spolie pas les gens. C'est pas ça. Le tout, c'est de faire de telle sorte que quand tu vas quitter le monde là, tu puisses rendre devant. Il a parlé de redevabilité, la responsabilité. Tous les hommes ont un rapport à faire devant Dieu. Tous les hommes, morts ou vivants, ils auront un rapport un jour à faire devant Dieu, chacun personnellement. C'est pour cela que agir droitement ne veut pas dire simplement pour les choses temporelles. Il faut agir droitement parce qu'on a un rapport, un grand rapport à faire devant Dieu. Nous parlons de cela. La corruption, tout cela, ce sont des choses qui vont être déposées devant Dieu. Individuellement, ce n'est pas collectivement seulement, mais individuellement. Quand vous rencontrez les gens, bon, c'est pas qu'on les attend. Même dans les rencontres, les conférences, les discussions, ils vous disent, mais nous, on a un salaire de misère qui nous oblige à être corrompus. Moi, je dis non. C'est vrai qu'on a tous des salaires de misère, bon, mais et le paysan qui est au village, l'exemple que j'ai tout à l'heure, lui n'a pas de salaire du tout, mais il y en a, ils ne seront jamais corrompus. Moi, je connais un opérateur économique, dit que dans une région de notre pays, mais lui, il sortait, il donnait l'argent aux paysans qui passaient, mais il refusait de prendre. Il me donne cet argent, pourquoi? Il n'y a pas de raison, je n'ai rien fait de tout pour me donner cet argent. Et c'est lui qui me rend, il était surpris que dans cette région, les populations aient ce comportement vraiment digne d'une personne, parce que, bon, effectivement, il n'y a pas de raison. Donc, mais mettre en avant, c'est vrai, la plupart des fonctionnaires, ils disent, oui, mais on n'arrive pas à faire face aux pressions sociales, aux pressions économiques, les dépenses quotidiennes. Avec les salaires qu'on a, on est obligé donc de pratiquer la corruption pour pouvoir survivre. Quand on parle de corruption, ça se pose une entente en deux personnes et aucune des deux personnes n'a intérêt à ce que ça se sache. Alors, donc ça conduit à quoi? L'impunité. On sait qu'il y a la corruption quelque part, mais bon, il n'y a pas de sanction. Donc, s'il n'y a pas d'efficacité dans la sanction, si les auteurs et tous ceux qui tournent autour ne sont pas sanctionnés, mais ça va perdurer. C'est une des causes. C'est le fonctionnaire qui, s'il avait une attitude vertueuse, peut dénoncer ça. Un agent vient, il tente de vous corrompre, vous le dénoncez, un tentative de corruption, et ça va freiner. Mais puisque lui, il a intérêt à avoir cet argent-là, il ne va pas dénoncer. Donc, voilà un peu la situation, la complexité du phénomène. Ils font que, bon, très rarement, bon, on arrête les auteurs, et même quand on les arrête, bon, ils ne vous donnent pas d'explication. Oui. Lorsque quelqu'un vous a rendu un service
Et bon, vous avez eu le marché, pas parce que vous avez eu une entente quelconque, mais à la fin, on part dire merci avec une petite enveloppe ou bien un cadeau, je ne sais pas moi, une bouteille de liqueur ou je ne sais pas. Est-ce que c'est attribué, est-ce que c'est considéré comme étant une corruption? Sous l'angle juridique, votre question précisément, si je fais un travail et qu'après coup, vous venez me voir pour dire vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune convention au départ. Je n'ai rien demandé, vous ne m'avez pas du tout sollicité. J'ai fait mon travail honnêtement. Vous venez me voir après, me dites vraiment, je suis satisfait du travail que vous avez fait, c'est pour vous remercier. Là, juridiquement, ce n'est pas sanctionné comme un acte de corruption. Mais moralement, ça pose problème. Je n'ai même pas accepté ce cadeau-là. Voilà. En vertu de quoi? Parce que j'ai fait mon travail, je suis payé pour ça, en vertu de quoi on veut me remercier. Donc ça pose vraiment un problème. Et effectivement, il y a une pratique, on dit oui, mais ce n'est pas dans toutes les sociétés que dans beaucoup de sociétés, on ne va pas voir le chef, bon, les mains vides. Et effectivement, il y a une pratique qui se développe, qu'aujourd'hui, les chefs de service, on les appelle des chefs. Dans le thème traditionnel, on dit des nabas. Donc, quand on a un problème, juste on va, pour expliquer un problème, on a toujours quelque chose derrière. Voilà. Ah, chef, je vous ai apporté quelque chose, etc. Mais là également, c'est des actes qui préparent à la corruption. Ces cadeaux, ces prétendus cadeaux entre guillemets qu'on donne là, bon, ça prépare à la corruption. Ou bien vous êtes nommé fonctionnaire, vous venez de prendre fonction, le lendemain, vous voyez quelqu'un qui se prépare, bon, c'est pour vous saluer, vous venez d'arriver, on vient vous donner ça, alors que vous ne savez pas qu'est-ce qui se prépare derrière. Vous allez vous rendre compte 1 mois ou 2 semaines après qu'en fait, le gars qui est venu vous remercier avait un problème pendant dans votre service. Et là, ça vous met mal à l'aise. Et c'est des pratiques qu'il faut bannir dans tous les cas, parce que même si on dit que ce n'est pas de la corruption juridiquement, mais ça prépare vraiment le terrain à la corruption. Comme il a dit, lorsque vous recevez un cadeau de la part de quelqu'un qui a été bénéficiaire de vos décisions, cela est une forme d'influence. On peut estimer que peut-être que vous avez agi dans ce sens, dans l'espoir de recevoir le cadeau à la fin, en sachant que telle personne dispose donc de ces moyens-là. Donc dans tous les cas, le lien est possible entre les faveurs reçues ou les dons reçus et la décision que vous avez prise. Donc c'est vrai que ce n'est pas, du point de vue des textes pris dans cette manière, mais si on fait référence aux pratiques que nous avons, il faut dire que ces pratiques-là facilitent effectivement la corruption. À la fin de l'année, ils distribuent un certain nombre d'avantages aux décideurs et pas n'importe qui. Et vous vous rendez compte que certaines personnes ayant quitté leurs responsabilités ne font plus du tout l'objet d'attention de la part de ces personnes-là. Donc on peut faire un lien très étroit entre les pratiques culturelles de dons et de cadeaux avec les mécanismes de corruption. Les cadeaux dont on parle, il y a une valeur traditionnelle, on ne le fait pas en cachette. Quand on va pour donner un cadeau à un chef, ce n'est pas la nuit qu'on va lui donner, on va au vu aussi de tout le monde. La cour est réunie, tout le monde là dit à chef vraiment, telle personne a apporté un cadeau, même le chef même l'exhibe devant tout le monde. Mais les cadeaux dont on prétend ici que c'est une réminiscence de nos coutumes, ben c'est à domicile, la nuit, nuitamment, on va glisser quelque chose et on va poser, on dit, ah chef, je vous ai amené un cadeau là-bas. Personne n'est au courant. Là, on ne peut plus parler de pratiques culturelles. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre le micro-trottoir que nous avons réalisé sur le sujet de la corruption. Quelles sont les différentes formes de dessous de table? On peut citer ça au niveau administratif, au niveau scolaire et puis maintenant au niveau commercial. La corruption, là, c'est au niveau par exemple, de l'administration. Il y a la corruption entre les individus eux-mêmes, voilà, en dehors de l'administration. On rencontre la corruption partout. Est-ce que cela vous dérange? Cela me dérange réellement. Il faudrait qu'on arrive à au moins penser à l'intérêt commun et non à l'intérêt personnel. En tout cas, cela nous dérange, puisque ça met le pays en retard, quoi. Généralement, ce genre de choses, c'est l'argent du peuple qui prennent pour dilapider comme ça. Vraiment, ça dérange mon sens de devoir. En tant que... on ne doit pas se laisser corrompre, ou on ne doit pas, en tout cas, céder à la corruption, ou bien tenter de corrompre, c'est-à-dire jouer sur la morale de l'autre pour satisfaire ses besoins. En tout cas, ça dérange. Par exemple, si je veux résoudre un problème et je n'ai rien pour voir quelqu'un qui puisse résoudre facilement le problème pour moi. Et bon,
vous voyez, ça fait mal. Comment peut-on lutter contre ces pratiques? Il faudrait d'abord travailler la mentalité personnelle parce qu'on ne pourra jamais, en tout cas, arrêter la corruption sans d'abord travailler le mental de toute la population, des individus, ainsi de suite. Il faut essayer de sensibiliser les gens pour que personne ne se laisse corrompre, personne ne soit un corrupteur aussi. Vraiment, on est là en train de dire qu'on est en train de lutter contre la corruption. Mais en réalité, est-ce qu'on peut lutter contre la corruption? On ne peut pas. Parce que souvent même, la personne ne va pas dire qu'il faut me donner quelque chose, mais toi-même tu es conscient que si tu lui donnes quelque chose, ça va en fait faciliter la chose. Pour lutter contre ça, il faut sensibiliser la jeunesse. Voilà, retour sur le plateau et comme d'habitude, nous allons réagir à chaud sur ce que nous venons de voir. Je pense qu'il y a certains qui pensent que vraiment on ne peut rien faire. Oui, c'est ça. Et que bon, ils considèrent la corruption comme une fatalité. Bon, il faut faire avec. Je pense que cette position n'est pas juste. Et si on a conscience que c'est une mauvaise chose, je pense qu'on peut également trouver des voies et moyens pour essayer de lutter contre ce fléau-là. Je crois, rien qu'il a dit, je crois que d'abord, il faut qu'on se ressente sur nous-mêmes. C'est une question de moralité, c'est une question personnelle avant tout. Donc on se dit que quand même, si chacun de nous est honnête, faire correctement son boulot, je crois qu'on peut déjà limiter la corruption. La corruption est difficile à extirper de la société, mais ce n'est pas une raison pour qu'on baisse les bras. Mais on continue à persévérer pour qu'il y ait des gens, ce que je dis toujours, des gens inoxydables. Je crois que les intervenants ont très bien interprété ce que nous venons de suivre, les réactions des populations sur la question de la corruption. Je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont déjà dit, à savoir que la corruption est perçue quand même assez généralement comme un mal, d'une part, et aussi généralement également comme quelque chose qu'il faut combattre. Moi je crois que ce sont des bonnes bases pour le travail que nous faisons de promotion de la bonne gouvernance, des luttes contre la corruption. Mais je crois que le micro-trottoir permet de voir qu'au niveau social, c'est perçu comme un mal et qu'il faut lutter contre. Donc il faut qu'on commence, comme l'a dit quelqu'un dans le micro-trottoir, par ce changement mental-là, à travers l'école, à travers la justice, à travers le système des médias. Les pays où les mécanismes, où la corruption, la lutte contre la corruption est assez efficace, c'est à travers ces institutions, l'école, la justice, les médias. Mais moi je dis, le problème principal, c'est une question de volonté politique. Le problème se trouve là. Parce que quand je dis ça, souvent les gens me disent, mais pourquoi je dis ça? Je dis, mais aujourd'hui, l'État a les moyens, si vraiment il veut, de lutter contre la corruption, vraiment de freiner la corruption, en tout cas de manière, même si on n'atteint pas la tolérance zéro, on peut vraiment réduire la corruption à sa plus simple expression. La presse joue son rôle. La société civile joue son rôle. Ils dénoncent régulièrement, mais on dit, mais on n'a pas de preuves. Bon, parfois, il y a des structures qui font leur travail, mais les dossiers sont là dans les tiroirs. Pourquoi? Ça veut dire que souvent, on sait que tel responsable administratif, telle autorité politique, tel DG est corrompu, bon, même pour des raisons politiques ou en tout cas pour des tas de raisons, ben, on n'engage pas de poursuite, on ne sanctionne pas. On est peut-être ce que j'ai appelé tout à l'heure l'impunité. Donc je dis, s'il y avait vraiment une volonté réelle de lutter contre la corruption au niveau de l'État, en donnant l'exemple même au niveau du sommet de l'État, vous verrez que tout le monde va suivre le pas et que bon, on va réduire au maximum cette question de la volonté politique, de la corruption, vraiment, qui est un fléau. Et comme les jeunes ont su bien le dire, qui a des conséquences très graves pour nos sociétés, au plan social, au plan économique et au plan politique. Et si on arrive à mettre les populations dans les, si on veut parler vulgairement, dans les pieds des exécutants de l'État, ça va réduire un peu les situations de corruption. Et surtout, ce qu'on vise le plus, c'est de faire approprier les droits par les citoyens. Puisque la corruption s'installe lorsque les gens ne connaissent pas leurs droits. Le paysan, il arrive à l'administration, il doit faire l'acte de naissance de son enfant. C'est un acte peut-être gratuit, mais comme il n'est pas informé,
on l'amène à payer. Si on amène les gens à comprendre qu'ils sont bénéficiaires d'un certain nombre de provisions juridiques, c'est aussi une façon pour nous de lutter contre la corruption. Jusqu'à quelle hauteur on peut réprimer ceux qui sont auteurs de corruption, si jamais on arrive à prouver? La corruption en tant qu'infraction pénale est sévèrement réprimée par le code pénal. C'est un enfant on peut avoir une peine d'emprisonnement là jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour prendre ça. Donc en fait le but de la sanction pénale, c'est quoi? De la répression, c'est dissuasif, c'est d'abord d'éviter, d'abord ceux qui n'ont pas commis l'infraction, que ce soit une mise en garde pour attention, si je commets la même chose, je risque de couper la même peine, et ceux qui sont sanctionnés, que bon, ils ne vont plus jamais recommencer, sinon encore la sanction risque d'être plus grave. Mais il faut mesurer cette efficacité si vraiment il y a sanction. Je vous dis, il y a très peu de sanctions, c'est vrai. Bon, il y a des cas de corruption, bon, c'est vraiment des cas, comme je peux dire, c'est le menu fretin quoi, qui est pris, alors que les gros souvent, bon, échappent au mailles malheureusement de la justice. C'est ça le problème. Donc, en fait, la sanction pénale, même si elle est prévue, en tant que sanction dissuasive, n'a pas d'impact en réalité. N'a pas d'impact. C'est-à-dire que si, comme je l'ai dit, si vraiment les sanctions étaient là, les auteurs étaient systématiquement poursuivis et sanctionnés, ça là va vraiment l'impact souhaité. Comme le micro-territoire, il faut travailler sur la jeunesse. Amener à faire en sorte qu'aujourd'hui les jeunes commencent à travailler et adoptent des bons principes. Et que bon, au départ même, il y a une bonne éducation à la base, voilà, sur les questions morales, sur les questions de bien public, sur les questions de déontologie. C'est-à-dire, bon, faire en sorte que vraiment les principes déontologiques à tous les niveaux soient vraiment d'abord une pratique, que tous les corps de métier aient un code de déontologie et que ça soit respecté. Bon, si déjà à cette habitude-là et que la sanction vient après, je pense que ça peut contribuer vraiment à limiter le phénomène. Le juge, quand vous cessez quelqu'un, c'est sur la base d'éléments qu'on apprécie. Sinon, ça devient subjectif. Vous dites que quelqu'un est corrompu, ok, mais donnez-moi les éléments qui me permettent de condamner. Si vous n'avez pas d'éléments, il ne condamne pas. Parce qu'il y a de fortes chances qu'il commette une erreur. Bon, donc, le fait que le phénomène a un caractère occulte fait que, bon, il y a l'impunité. Ensuite, il y a la protection aussi. À tous les niveaux, protection politique, protection parentale, tout ce qui s'ensuit. Bon, si le corrompu et le corrupteur sont protégés, parce que de fait, parce qu'ils sont politiquement engagés ou bon, l'autorité politique ou administrative les protège, là ça va poser un problème. La corruption est quelque chose de particulier. C'est toujours l'ensemble de tout péché. L'Église a pour programme d'enseigner la probité, d'enseigner l'intégrité, mais jusqu'à la parole. La parole, quand vous dites oui, il ne faut plus dire non. Quand on dit oui, la Bible dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Quand vous ajoutez quelque chose, cela vient du malin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, dans son fort intérieur, doit être propre, très propre. Ce n'est pas, il ne le fait pas pour un homme, il ne le fait pas parce qu'il a peur d'un homme, il ne le fait pas parce qu'il a peur d'être puni. Il le fait parce qu'il a la crainte, comme je l'ai dit tout à l'heure, la crainte de Dieu. Daniel qui a été correct, on a cherché dans la vie de Daniel des fautes pour l'accuser, pour le mettre en difficulté, on n'a pas trouvé. Et malgré tout, on l'a empêché de prier son Dieu et on l'a mis dans une fosse aux lions et les lions ne l'ont pas mangé. Quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même en sa faveur, même ses ennemis. Donc, soyez propres avec Dieu et Dieu sera votre défenseur. Le combat n'est pas votre combat, le combat c'est celui de Dieu. C'est-à-dire c'est de refuser soi-même d'être vraiment auteur de corruption, de refuser toute corruption ou d'être à l'origine, à la base d'une corruption. Ça, c'est la première attitude à avoir. Deuxième attitude, c'est dénoncer toute forme de corruption dont vous serez enfin, acteur, enfin, témoin, ou qui serait porté à votre connaissance. C'est de dénoncer cela où, d'abord, c'est une infraction pénale, je le précise, et du point de vue juridique,
avoir connaissance d'une infraction n'est pas le dénoncer. Vous commettez vous-même une autre infraction. Vous avez l'obligation de dénoncer toute infraction pénale dont vous avez connaissance. Donc c'est de saisir la police, la gendarmerie ou le procureur pour dénoncer tout acte de corruption dont vous avez connaissance. Ou à la limite de saisir le RENLAC qui dispose d'un numéro vert que vous pourrez appeler pour vraiment leur faire part des cas de corruption dont vous aurez connaissance. C'est la corruption, c'est la malgouvernance qui entraîne les peuples dans les rues. Et un peuple dans la rue n'est plus responsable. Pour ce qui est des vertus, bien gérées, ne pas être corrompu, rendre compte, etc., mais c'est des vertus que nos peuples connaissent. Les peuples africains sont très vertueux. Aujourd'hui, dans nos campagnes, vous ne pourrez pas corrompre un paysan, même avec un sac ou avec de l'argent. Même s'il est démuni, il préférait plutôt garder sa dignité que d'être corrompu. Merci pour vos interventions qui nous édifient à plus d'un titre. C'est sur ces paroles que je prends congé de vous et je vous dis merci. À la prochaine.